Un chiffre s'écroule tandis qu'un autre s'emballe. Et c'est ainsi que la nuit de Bissau s'est retournée d'un seul bloc. 2 années d'immobilisme institutionnel ont soudain produit un delta brutal révélant un pays glissé trop loin pour se rattraper en douceur. Alors, que signifie pour vous un basculement aussi sec lorsqu'un nom comme Ibrahim Traoré hante déjà l'imaginaire régional et sert de repère implicite à chaque transition? Une lueur surgit pourtant, celle d'un moment où tout peut encore se réécrire. Dans les premières heures qui suivent une rupture institutionnelle, une question domine. Que peut réellement offrir une transition censée réparer des années de dérive silencieuse? La promesse centrale, redonner un appareil d'État capable de protéger et d'arbitrer avec constance, devient un enjeu vital, car sans cette reconstruction minimale, aucune trajectoire durable n'est envisageable. Ce moment suspendu n'est pas seulement administratif, il détermine la capacité d'un pays à rétablir la confiance, à remettre en mouvement des mécanismes qui s'étaient progressivement figés et à éviter le retour d'un cycle où chaque crise creuse un fossé plus profond que la précédente. Dans le même temps, les signaux régionaux amplifient les risques. Chaque décision prise durant les premiers jours de transition est lue comme un test grandeur nature, une mesure de cohérence observée à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette attention accrue crée un enjeu double. Reconstruire en interne tout en envoyant à l'extérieur un signal de stabilité naissante. Et c'est précisément ce croisement d'attentes qui rend ce moment décisif. Un faux pas et la fenêtre de redressement pourrait se refermer. Voici le premier révélateur. La crise qui a emporté le pouvoir à Bissau ne s'est pas formée en quelques semaines, mais sur plus de 3 années de tensions feutrées, période durant laquelle la participation aux consultations internes a chuté d'environ 30%. Deuxième révélateur. L'exécutif, affaibli par une présence locale réduite de moitié, selon plusieurs témoignages, a vu son lien avec l'administration se déliter au point de perdre les mécanismes de médiation les plus élémentaires. Cette double fragilisation explique pourquoi la rupture n'a pas été perçue comme un surgissement imprévisible, mais comme l'aboutissement d'une séquence dont les signaux étaient visibles bien avant l'effondrement final. Dès la première dissolution parlementaire, un avertissement clair avait été envoyé. La seconde a confirmé un mouvement de resserrement du pouvoir, compris par de nombreux cadres intermédiaires, comme une tentative de remodeler l'appareil d'État à des fins strictement politiques. Dans les rues, les perceptions ont évolué rapidement. Ça, ce qui paraissait n'être qu'un bras de fer institutionnel, s'est transformé en sentiment d'étouffement démocratique. Nourri par la dégradation des services publics, les rumeurs de fonds détournés et l'absence prolongée du chef de l'État. Au moment où ces tensions internes atteignaient leur point de rupture, un parallèle implicite a émergé avec les dynamiques du Sahel et les trajectoires de figures devenues symboliques, dont Ibrahim Traoré, perçu dans la région comme un marqueur d'intervention corrective. Cette comparaison, sans imposer une équivalence entre contextes, a servi de grille de lecture. Elle a préparé une partie de la population à interpréter l'effondrement imminent non comme une fracture soudaine, mais comme la conséquence presque logique d'une gouvernance arrivée à saturation. Ainsi, la nuit où l'armée a agi n'a pas créé la crise. Elle l'a rendue visible. Elle a matérialisé des années de déséquilibre accumulés, révélant un système déjà incapable d'absorber de nouveaux chocs. Et c'est dans cette lumière que la transition s'est installée, comme l'étape suivante d'un enchaînement devenu inévitable. Pour comprendre la transition au ras du sol, il faut suivre ceux qui ont vécu les premières heures, non pas depuis les bureaux, mais depuis les couloirs et les carrefours où l'atmosphère change avant les communiqués officiels. Le premier témoin est un officier de terrain, resté anonyme dans les récits initiaux. Il décrit une capitale suspendue entre stupeur et soulagement. Un état paradoxal où la peur d'un dérapage coexiste avec l'impression diffuse que le statu quo ne pouvait plus durer. Selon lui, les unités déployées cette nuit-là ont avancé avec une précision qui tranchait nettement avec l'image d'un appareil politique désorganisé. Cette maîtrise apparente n'était pas perçue comme un geste spectaculaire, mais comme la preuve silencieuse que les lignes institutionnelles avaient déjà cédé avant même que l'armée n'intervienne. Le second témoin est une infirmière de l'hôpital central. Elle raconte comment, malgré le couvre-feu, les quartiers ont commencé à circuler autrement,
comme si un relâchement imperceptible s'était produit. Dans son service, les patients commentaient la situation non avec panique, mais avec une lucidité inquiète. La crainte ne portait pas sur un chaos immédiat, mais sur la possibilité d'un retour au comme avant. Ce quotidien fait de pénurie, de lenteur administrative et d'attente sans horizon. Pour elle, la rupture institutionnelle a d'abord été émotionnelle, un basculement dans la manière dont les gens se regardaient, s'écoutaient et évaluaient la perspective d'un lendemain différent. Ces deux voies, l'une issue des casernes, l'autre des hôpitaux, montrent que la transition n'a pas seulement modifié l'architecture du pouvoir, elle a introduit une question simple mais décisive. Si ce changement n'améliore pas le quotidien, que vaut-il réellement ? Tout commence par un glissement discret, un décret, puis une dissolution, puis une seconde. Chaque geste resserre l'étau. Le Parlement s'étouffe, les contre-pouvoirs vacillent, les rumeurs d'affaires opaques gagnent en densité. Les fonctionnaires murmurent, le quotidien se délite, prix qui montent, routes qui se fissurent, hôpitaux qui manquent de tout. Et pendant ce temps, le chef de l'État voyage encore et encore, laissant derrière lui un vide que personne ne parvient à combler. Dans les marchés, dans les pharmacies, dans les casernes, la colère cesse d'être un bruit de fond, elle se structure, elle circule. Elle se répète dans les conversations nocturnes des jeunes officiers qui observent les incohérences, notent les contradictions et comparent les trajectoires régionales. C'est à ce moment qu'un nom commence à revenir, non comme modèle, mais comme repère symbolique. Ibrahim Traoré, figure devenue emblématique d'un basculement assumé ailleurs au Sahel. Cette référence ne dicte rien, mais elle installe une idée. Lorsqu'un système dépasse son point de tolérance, une intervention peut être perçue comme une correction plutôt qu'une rupture. Puis survient le choc judiciaire, la prolongation du mandat présidentiel. La décision est perçue comme un arrangement institutionnel, non comme une interprétation légitime de la loi. Le décalage est brutal. Les rues grondent, les opposants protestent, les citoyens fulminent, l'armée reste silencieuse, mais son silence devient un signal. Les élections suivantes, paralysées, fracturent davantage le paysage. Deux camps se proclament vainqueurs. Aucun résultat final n'apparaît. Le pays chancelle, la confiance s'effondre, le système ne tient plus que par inertie. C'est alors que tout s'accélère, la nuit tombe, des unités spéciales se déplacent, en silence, méthodiquement. Elles prennent les ponts, les axes stratégiques, la radio nationale. Elles encerclent la présidence. Il n'y a ni tir, ni tumulte, juste une démonstration froide d'efficacité, comme si l'opération avait été anticipée par l'état même du système, déjà fissuré de toutes parts. À l'aube, le président est arrêté. Les frontières se ferment, l'espace aérien se verrouille, les ministres sont regroupés. La hiérarchie militaire s'avance, droite, assurée, peu bavarde. Elle agit, elle ne commente pas. Dans les rues, la séquence se lit autrement que dans les communiqués internationaux. Certains habitants dansent, d'autres prient, beaucoup ne célèbrent pas, ils relâchent simplement une fatigue accumulée. Un mélange de soulagement et d'appréhension s'installe, révélant une population qui ne croit plus vraiment au retour de l'ancien ordre, mais qui redoute toujours la répétition de ses échecs. Au-delà des frontières, les diplomaties s'agitent. Les communiqués se succèdent. On évoque un précédent grave, un risque régional, un retour possible au cycle d'instabilité de l'Afrique de l'Ouest. Mais sur le terrain, les mots sont différents. On parle de libération, de respiration retrouvée, d'un poids retiré des épaules collectives. La séquence se clôt sur une certitude sans ornement. Rien ne redeviendra comme avant. La rupture n'a pas créé la crise, elle l'a révélée. Et désormais, toute la question est de savoir si cette bascule peut devenir une reconstruction ou si elle ne restera qu'une parenthèse dans un long continuum de fragilité. La transition de Bissau ne s'explique pleinement que lorsqu'on observe les deltas mesurables qui ont accompagné l'effritement institutionnel. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils fixent des repères qui éclairent la logique interne d'un système arrivé à saturation. 3 données issues des tendances décrites dans les témoignages et les séquences antérieures, structurent cette bascule. La chute de la participation politique, l'absence prolongée du chef de l'État et la perte de légitimité perçue. Chacune révèle une trajectoire dégradée. Ensemble, elles composent une matrice cohérente de rupture. Premier bloc. La participation politique interne chute d'environ 30%. Ce recul
observé à travers les consultations institutionnelles paralysées, montre un épuisement progressif du lien civique. Phrase obligatoire, 10-12 mots expliquant le chiffre. Cette chute traduit une perte nette de confiance envers des mécanismes pourtant essentiels. Lorsque la participation baisse à ce point, les dispositifs de contrôle se vident de leur substance, laissant le champ libre aux initiatives unilatérales et aux décisions perçues comme arbitraires. Le delta de participation ne signale pas seulement une fatigue démocratique, il annonce un système incapable de générer l'adhésion minimale nécessaire à la résolution des conflits, et dans un pays où les institutions reposent sur des équilibres fragiles, une telle érosion déclenche un effet domino, accélérant la montée des tensions invisibles. Deuxième bloc, le chef de l'État aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger. Ce ratio projette un déséquilibre opérationnel profond entre la figure présidentielle et l'appareil qu'elle est censée diriger. Phrase obligatoire, 10-12 mots expliquant le chiffre. Cette absence prolongée affaiblit directement la capacité de médiation du pouvoir exécutif. Une présence réduite, cumulée à une détérioration visible des services publics, crée une distance croissante entre gouvernants et gouvernés. Les structures administratives, déjà fragilisées, se retrouvent privées de relais politiques capables de trancher les conflits internes ou de restaurer une cohérence minimale. Le delta d'absence n'est donc pas une donnée anecdotique. Il constitue un multiplicateur d'instabilité, rendant chaque crise potentielle plus difficile à contenir. Troisième bloc, la légitimité perçue s'effondre après la prolongation controversée du mandat présidentiel. Aucun taux officiel n'est disponible, mais les récits convergent vers une rupture nette dans l'attitude publique. Phrase obligatoire, 10-12 mots expliquant le delta. Ce basculement perceptif agit comme un signal d'alarme institutionnel massif. La décision, interprétée comme un arrangement opaque plutôt qu'un acte juridique, a cristallisé une méfiance latente qui s'accumulait depuis les premières dissolutions parlementaires. À partir de cet instant, chaque jour ajouté au calendrier politique augmentait la pression dans les casernes et dans les quartiers populaires. Le système, déjà fragilisé, a perdu la dernière réserve de confiance qui lui permettait encore d'absorber les chocs. Pris ensemble, ces trois deltas dessinent une dynamique que la seule narration événementielle ne suffit pas à expliquer. La chute de participation, l'absence prolongée et la perte de légitimité composent une chaîne causale dont la rupture finale n'est que le dernier maillon. Ils montrent aussi pourquoi une partie de la population a perçu l'intervention non comme une surprise, mais comme un aboutissement devenu presque inévitable. Les chiffres ne confirment pas la justesse d'une transition, ils décrivent l'état d'un pays où les marges de manœuvre avaient disparu bien avant la nuit du basculement. Pour évaluer la transition de Bissau avec rigueur, il faut d'abord présenter les arguments les plus solides des deux camps sans caricature. Les partisans de l'intervention avancent un premier point, les institutions étaient déjà paralysées bien avant l'arrestation du président. La double dissolution du Parlement, la chute progressive de la participation aux consultations internes, les dysfonctionnements chroniques des services publics et l'absence prolongée du chef de l'État auraient créé un vide administratif que les mécanismes démocratiques traditionnels ne pouvaient plus combler. Dans cette lecture, l'intervention n'aurait pas été un acte de conquête, mais une mesure ultime destinée à empêcher l'effondrement total d'un système incapable de s'autoréguler. Il souligne également que la décision controversée de prolonger le mandat présidentiel a servi de catalyseur, transformant une crise lente en rupture explicite et rendant la stabilisation impossible sans un geste fort. Les critiques, de leur côté, rappellent qu'une intervention militaire, même présentée comme corrective, substitue une autorité non mandatée à un cadre constitutionnel existant. Selon eux, interrompre le jeu démocratique chaque fois qu'un dirigeant dépasse ses prérogatives crée un précédent dangereux. L'armée deviendrait l'arbitre ultime de la vie politique, rôle qui dépasse largement sa fonction légitime. Ils insistent sur le fait que plusieurs transitions militaires récentes dans la région ont parfois mené à des périodes prolongées d'incertitude, voire à de nouveaux blocages institutionnels. Pour ces observateurs, le risque ne réside pas seulement dans l'acte initial, mais dans la durée. Une transition sans garde-fou clair
peut dériver, fragmenter encore davantage le système et éroder durablement la confiance citoyenne. La réconciliation de ces deux positions oblige à revenir au déroulement factuel. L'intervention n'a pas émergé dans un vide institutionnel. Elle a surgi au moment où chaque axe, législatif, exécutif et administratif, avait été simultanément affaibli. La rupture n'a pas résolu la crise, mais elle a figé un système déjà incapable d'absorber un choc supplémentaire. Le débat se joue alors moins sur la légitimité abstraite que sur une question concrète. Existait-il encore une trajectoire de stabilisation sans changement de main, ou le pays avait-il dépassé ce seuil depuis longtemps ? Silence avant le basculement. Ce n'est pas une explosion qui a redéfini la perception publique, mais une image anodine devenue virale. Des soldats alignés devant un bâtiment administratif, calme, méthodique, presque immobile. Cette scène captée sans mise en scène a brusquement contredit les récits alarmistes venus de l'extérieur et a fourni, en quelques pixels, une nouvelle lecture de la transition. Dans les rues, les discussions ont changé de registre. On ne parlait plus seulement de chute du pouvoir, mais de réorganisation possible, comme si l'idée d'un effondrement incontrôlable venait d'être provisoirement écartée. Ce glissement perceptif s'est amplifié lorsque certains habitants ont évoqué, en filigrane, des trajectoires régionales déjà observées, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, dont l'ombre symbolique sert souvent de repère lorsqu'un pays cherche à se recentrer. Sans assimiler les contextes, cette comparaison implicite a renforcé l'idée qu'une intervention ne signifie pas forcément chaos, mais parfois recentrage stratégique. Ainsi, le midpoint n'a pas modifié la réalité institutionnelle. Il a modifié la façon dont la population l'a comprise. À partir de ce moment, la crise n'a plus été lue seulement comme une rupture, mais comme la possibilité ténue d'un recentrage maîtrisé. Les conséquences de la transition ne se limitent pas au moment du basculement. Elles se déploient simultanément sur 4 plans: institutionnel, économique, social et régional, chacun révélant une facette distincte de la reconfiguration en cours. 1. Niveau institutionnel. La chute du président a créé un espace inédit où les administrations doivent fonctionner sans direction politique clairement établie. Les cadres intermédiaires, déjà fragilisés par des années de dysfonctionnement et de décisions unilatérales, se retrouvent forcés d'improviser pour maintenir une continuité minimale. Cette vacance n'est pas seulement technique, elle met à l'épreuve la capacité de l'appareil d'État à survivre sans arbitre politique, même provisoire. Certaines voies inspirées par des transitions voisines, notamment celle où Ibrahim Traoré a servi de référence régionale, voient dans cette période une occasion de remettre à plat les structures institutionnelles à condition que la transition s'accompagne de garde-fous clairs et d'une séquence ordonnée. 2. Niveau économique. Les secteurs déjà fragiles, comme la santé, les transports ou les infrastructures de base, subissent l'impact immédiat d'une administration ralentie. Les pénuries deviennent plus visibles, les budgets déjà sous tension se heurtent à l'incertitude et les opérateurs économiques reportent certaines décisions dans l'attente de signaux plus lisibles. Mais un autre phénomène apparaît en parallèle: la réactivation du débat sur la gestion des ressources. Pendant des années, les enjeux liés aux contrats, aux filières d'exportation et au contrôle des flux budgétaires avaient été relégués derrière des urgences politiques répétées. La transition remet ces sujets au centre et plusieurs acteurs y voient une chance d'assainir des circuits économiques opaques si le nouveau leadership parvient à instaurer des mécanismes transparents. 3. Niveau social. La réaction la plus immédiate a été émotionnelle. La combinaison de soulagement, de fatigue accumulée et d'espoir prudent a révélé une société qui attend moins un discours qu'un changement tangible du quotidien. La jeunesse hyperconnectée a joué un rôle central dans la circulation des premières images et des récits alternatifs, transformant la transition en événement culturel autant que politique. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie, mais une vigilance curieuse, l'envie de croire à une possibilité de renouveau tempérée par la mémoire d'années marquées par l'instabilité et l'incertitude. 4. Niveau régional. À l'échelle ouest-africaine, l'événement a été immédiatement interprété à travers le prisme des transitions voisines.
La rapidité de l'opération, la fermeture des frontières et la communication minimaliste des forces armées ont rappelé aux observateurs des séquences déjà vues au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Là encore, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme repère symbolique d'un mouvement plus large, où la souveraineté et la rupture avec les schémas politiques antérieurs deviennent des thèmes centraux. Pour les partenaires internationaux, cette évolution pose un défi. Comprendre si Bissau s'inscrit dans une dynamique régionale émergente ou s'en détache au profit d'un modèle spécifique. Ces quatre plans, entremêlés, montrent que la transition ne crée pas des dynamiques nouvelles, elle révèle celles qui existaient déjà, en leur donnant une intensité nouvelle. Lorsqu'un pays entre dans une phase de transition sans feuille de route totalement établie, trois trajectoires possibles se dessinent généralement. Une stabilisation prudente, une refonte institutionnelle plus ambitieuse ou un blocage prolongé. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant de comprendre comment certains choix ou certaines hésitations peuvent orienter les mois à venir. Scénario 1. Stabilisation fragile. Base case. Si l'appareil militaire maintient une cohérence interne et évite les luttes de position, une forme de stabilité minimale peut émerger. Les administrations reprendraient progressivement leurs fonctions essentielles, sans transformation profonde, mais avec un ralentissement des dérives constatées auparavant. Cette stabilisation resterait cependant dépendante d'une condition clé, la capacité du leadership à instaurer des mécanismes temporaires de coordination suffisamment robustes pour éviter que chaque décision ne devienne un point de tension. Dans ce scénario, les citoyens ne verraient pas une amélioration spectaculaire, mais un apaisement relatif. Scénario 2. Refonte institutionnelle et recentrage stratégique optimiste. Une dynamique plus ambitieuse pourrait s'enclencher si la transition parvient à établir un dialogue régulier avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, opérateurs économiques, communautés locales. À partir de là, un chantier de restructuration deviendrait possible, clarification des priorités économiques, assainissement des ressources publiques, révision de certains mécanismes administratifs. La réussite de ce scénario dépendrait d'une autre condition, une communication précise, mesurable et cohérente, destinée à éviter les malentendus qui ont fragilisé les gouvernements précédents. S'il se matérialise, ce scénario ouvrirait la voie à une reconstruction progressive de la confiance. Scénario 3. Blocage prolongé et fragmentation du pouvoir pessimiste. Ce scénario s'enclencherait si des tensions internes apparaissaient au sein de l'appareil de transition ou si des pressions extérieures venaient perturber les équilibres encore fragiles. Les réformes annoncées resteraient bloquées, les institutions déjà affaiblies perdraient en cohérence et les rivalités entre factions risqueraient de se raviver. Une telle trajectoire ferait basculer la population dans une nouvelle phase d'incertitude, nourrissant une lassitude collective difficile à inverser. La condition d'entrée dans ce scénario est simple, l'absence de feuille de route claire et de mécanismes de contrôle réellement indépendants. En définitive, la variable déterminante ne réside pas dans le rythme des annonces, mais dans la capacité à transformer une rupture subie en orientation maîtrisée. Comprendre l'effet d'une transition ne consiste pas seulement à observer les institutions, il faut aussi saisir ce qu'elles modifient dans la manière dont différents groupes se projettent dans l'avenir. Chez les jeunes, d'abord, l'impact est immédiat. Ils ont grandi dans un environnement marqué par la fragilisation des services publics, les hésitations politiques répétées et un sentiment constant d'inachèvement institutionnel. La chute du pouvoir a réveillé chez eux une curiosité nouvelle, non une célébration, mais une attention soutenue, une envie de comprendre ce qui pourrait enfin redonner une direction lisible au pays. Cette curiosité reste toutefois fragile. Elle peut se transformer en espoir durable si les premiers gestes sont cohérents ou se muer en désillusion rapide si les signaux se contredisent. La diaspora, elle, observe la transition à travers une double distance, géographique et émotionnelle. Nombreux sont ceux qui ont quitté le pays faute de perspective ou de sécurité administrative. Ils voient dans cette phase un possible redressement, une fenêtre où l'État pourrait redevenir un cadre de projection plutôt qu'un lieu d'incertitude permanente. Leurs échanges en ligne oscillent entre prudence et fidélité,
entre le désir de croire à une forme de renaissance et la conscience des obstacles qui demeurent. Les observateurs régionaux, enfin, lisent l'événement comme un indicateur stratégique. La transition de Bissau ne peut être détachée des dynamiques déjà perceptibles en Afrique de l'Ouest. Ils scrutent les annonces partielles, les premiers mouvements économiques, les signaux envoyés aux partenaires. Pour eux, la question centrale est claire. La transition s'orientera-t-elle vers une reconstruction ordonnée ou glissera-t-elle vers un nouvel horizon d'incertitude ? Face à ces attentes distinctes, deux suggestions sobres émergent. Instaurer des canaux de communication réguliers, précis, et reconnaître sans détour les limites actuelles pour ne pas alimenter de faux espoirs. Une transition ne tient pas par les slogans, elle se soutient par une architecture d'action concrète, visible et mesurable. Dans un contexte où les attentes sont élevées et la confiance affaiblie, une feuille de route claire, structurée en étapes, responsabilités et d'indicateurs devient indispensable. Certains repères régionaux, y compris des trajectoires associées à Ibrahim Traoré, rappellent qu'un recentrage politique n'a de sens que lorsqu'il s'accompagne de mécanismes capables de restaurer le fonctionnement quotidien de l'État. Étape 1. Maustatiamb, rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base. Les administrations locales, les infrastructures de santé et les dispositifs budgétaires doivent retrouver une cohérence minimale. Il s'agit d'un travail invisible mais décisif. Sans réactivation des circuits essentiels, aucune réforme ne peut produire d'effets durables. Mesures, disponibilité des services, délai de traitement administratif, continuité budgétaire. Étape 2. Clarifier publiquement les priorités économiques. Les secteurs critiques, ressources naturelles, filières d'exportation, contrats stratégiques, doivent être reclassés selon des critères de transparence et de redistribution interne. Cette clarification réduit l'espace de rumeurs et restaure un minimum de prévisibilité. Mesures, publication des contrats révisés, indicateurs de recettes, mécanismes de contrôle indépendants. Étape 3. Mettre en place des indicateurs simples, réguliers et accessibles. Disponibilité des médicaments, entretien des routes, fonctionnement des écoles. Autant de marqueurs concrets qui permettent à la population d'évaluer les progrès réels, indépendamment des discours. Mesures, tableau de bord, mensuel public. Étape 4. Ouvrir un calendrier politique réaliste. Pas un retour précipité aux urnes, mais une séquence où chaque réforme institutionnelle est accompagnée d'un dispositif de vérification autonome. Cette approche offre un horizon sans sacrifier la stabilité. Mesure, publication d'un échéancier assorti de garanties de contrôle. La cohérence, plus que la vitesse, demeure la clé d'une transition durable. Lorsque l'officier anonyme décrivait une capitale suspendue entre stupeur et soulagement, il ne formulait pas seulement un constat, il esquissait la texture intime d'un pays au bord d'un tournant. Cette image, revenue comme un écho à travers les rues, les marchés et les hôpitaux, sert aujourd'hui de fil conducteur pour comprendre ce moment fragile où l'incertitude et l'espérance avancent côte à côte. La transition ne garantit rien, mais elle ouvre un espace rare, celui où une société peut reconsidérer ce qu'elle attend réellement de ses institutions, de ses dirigeants et d'elle-même. Les parallèles régionaux, y compris ceux associés à Ibrahim Traoré, ajoutent une résonance particulière à cette période, rappelant que même au milieu des crises, certains choix peuvent redonner sens au mot souveraineté sans pour autant effacer la complexité du présent. Mais au-delà des comparaisons, c'est la scène initiale qui persiste. Cette ville immobile, attentive, presque retenue. Elle incarne le seuil franchi, le point où revenir en arrière n'est plus une option. Et une vérité simple demeure, sèche et nette, la direction choisie décidera de la durée de cet élan. Dans un moment où chacun tente encore de comprendre l'ampleur du basculement, l'espace public devient plus qu'un lieu d'opinion. Il se transforme en atelier collectif, un endroit où l'on peut réfléchir sans devoir immédiatement choisir un camp.